Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour commencer ce chapitre 18, qui est le dernier chapitre en fait du cours. On a encore un cours qui est prévu la semaine prochaine, jeudi prochain, qui nous permettra de terminer ce chapitre. Ce chapitre est en fait un peu un chapitre conclusif du travail qu'on a effectué, puisqu'il s'agit de réfléchir à la valorisation d'un projet et à la question du choix d'investissement en intégrant la politique financière. Donc, on imagine on a une entreprise qui fonctionne normalement et la question qui se pose, c'est un projet qui est là pour créer de la valeur. Euh, est-ce qu'elle doit le faire, ce projet? Est-ce qu'elle doit le mener? Comment elle doit le financer? Comment on peut valoriser ce projet et les conséquences de ce projet sur son bilan? Vous voyez que c'est une étape préalable avant un chapitre qu'on ne fera pas mais qu'on aurait pu faire, mais qui est finalement l'objet aussi du cours d'analyse financière, qui est la valorisation d'une entreprise. Ici, on valorise plutôt un projet qu'une entreprise, mais on va apprendre l'essentiel en fait de ce qu'on doit connaître en matière de valorisation d'entreprise. Et je suis sûr que si vous suivez bien tous les détails de ce cours, vous connaîtrez déjà beaucoup d'éléments permettant de faire de la bonne valorisation d'entreprise. Après, évidemment, on peut sophistiquer et avoir des éléments supplémentaires, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir le cœur ici. Donc, j'y vais. Alors, choix d'investissement, c'est effectivement, c'est un jeu d'enfant pour momie. Hein, donc, dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui est très facile. Il suffit juste de repérer les flux de trésorerie disponibles du projet, donc les FTD hein, de ce projet. Rappelez-vous comment aussi on a calculé les FTD, on y reviendra. Ensuite, il faut bien sûr actualiser ces flux à venir, il faut les actualiser avec un taux égal au coût du capital du projet. Et puis, on va en déduire on va en déduire donc un R, ou peut-être un WAC ou un RCMPC. On va en déduire ensuite une vanne. Et cette vanne, attention, ça sera bien la différence entre d'un côté la valeur du projet moins ce qu'il a coûté pour être mis en œuvre. Comment estimer le coût du capital du projet en tenant compte de sa risque comme ça a été espéré? Là aussi encore c'est momie. La technique c'est celle du RCNPC. Chercher sur les marchés des projets qui ont le même type de risque ou des entreprises qui subissent le même type de risque. Regarder comment elles rémunèrent les détenteurs de capitaux et puis calculer ensuite en tenant compte de la structure financière un WAC ou un RCMPC. Donc là aussi c'est quelque chose qu'on va regarder. Quelle influence des décisions de financement sur le coût du capital du projet, voire sur ses flux de trésorerie? Il n'y en a aucune. Ici, on laisse de côté plein de choses dont on a parlé avant, les imperfections liées aux asymétries d'information, et le fait ou le coût de la détresse financière, ce genre d'éléments. Tout ça, on le laisse de côté. On étudie juste un modèle simple dans lequel les seules distorsions possibles sont des distorsions fiscales, et vous verrez qu'elles sont relativement basiques. Notamment, je ne pense pas qu'on abordera beaucoup la question de la fiscalité de l'investisseur. On restera au niveau de la fiscalité de l'entreprise elle-même. Donc voilà, donc on est dans le cadre de modeling mineur, de ces marchés parfaits, éventuellement en ajoutant de la fiscalité. On va voir trois méthodes qui sont totalement équivalentes, hein, qui doivent mener au même résultat. Il n'y a pas 12 000 manières de valoriser un projet ou de valoriser une entreprise. Il faut juste essayer de repérer les caractéristiques des flux de trésorerie disponibles associés au projet, trouver un taux d'escompte sur le marché ou un taux d'actualisation sur le marché qui permette de donner une valeur actuelle à ces flux, et puis le faire. Bon. Dans les faits, on peut, avec l'environnement comptable dans lequel on est, on peut réfléchir à plusieurs techniques. Donc on va voir ces techniques-là, ces trois techniques, qui sont totalement équivalentes ici. La première, c'est celle du coût moyen pondéré du capital. J'ai déjà parlé de WACC, d'accord? Donc c'est la technique WACC qui consiste à regarder les cash flows. Donc c'est une méthode de discontinued cash flow. La deuxième, c'est une technique qui consiste à essayer de chercher le VU de l'entreprise et ensuite de lui enlever la valeur actualisée économie d'impôt. Et puis la dernière, c'est se concentrer sur le cash qui est rendu aux actionnaires et actualiser ce cash à un taux qui est le taux demandé par les actionnaires, à savoir le taux des capitaux propres. Dans cette dernière technique, il ne faut pas oublier que la création de valeur, elle peut revenir aux actionnaires, elle revient plutôt aux actionnaires. Donc à chaque fois, ces trois méthodes sont équivalentes, et donc la question ensuite, ça sera d'utiliser la plus pertinente compte tenu de la situation. Précisément, je voulais faire un petit rappel d'abord sur, j'ai préparé un peu de transparence sur ce qu'est un projet, donc l'environnement dans lequel on est. On a une entreprise, donc voilà, c'est en noir. Cette entreprise a une certaine valeur, la valeur de son actif économique. Elle a des capitaux propres et elle a une valeur de la dette. Et la question qu'on se pose, c'est de financer un projet qui coûte une certaine valeur I et qui rapporte un certain montant qui est delta V. Delta V, c'est quoi?
Delta V, c'est le supplément de valeur, c'est la valeur créée par le brevet. Et le delta V-I, ça sera la vanne, à savoir la valeur nette associée au brevet. Donc la valeur nette associée au brevet, il faut bien faire la distinction entre la création de valeur permise par le brevet, delta V, et la création de valeur nette permise par le brevet, qui est le delta V-I. Donc comment les choses vont se dérouler. Donc voilà comment un brevet impacte le bilan. Donc évidemment, ce brevet, s'il est mis en œuvre, que le delta V soit supérieur à I ou pas, il impacte à l'actif, puisque V va se transformer en V plus delta V. Et puis ensuite, bien sûr, il faut financer ce brevet. Donc on a deux manières de financer le brevet. Donc ce que je vais mettre ici, c'est que le coefficient A, ce que j'appelle le coefficient A ici, qui appartient à 0,1, indique la manière dont le brevet va être financé. Et il indique la proportion du brevet en fait qui est financé par des capitaux propres. Donc les choses sont suivantes. Si vous financez par capital propre, c'est que vous allez émettre des nouvelles actions. Donc, si vous émettez des nouvelles actions, vous allez avoir une augmentation de la valeur des capitaux propres. Il va falloir vendre cette action et il faut que vous récupériez une somme qui est AI, A multiplié par le coût du brevet I. Et donc ça, c'est la quantité du brevet, les fonds qui sont levés pour financer le brevet du côté des capitaux propres. Bien sûr, si vous financez ça de cette manière-là, le complémentaire, 1 moins AI, lui, sera pris par la dette. N'oubliez pas un point qui est fondamental, c'est que quand on parle de 1 moins AI, ce financement ici par dette, c'est aussi un financement qui éventuellement peut être par autofinancement, dès lors que l'on considère que VD est la dette nette, et que dans ce cas-là, on utilise une partie de la trésorerie pour financer ce brevet. Et donc, dans ce cadre-là, on a aussi un coefficient 1 moins AI qui est là. Qu'est-ce qui manque dans ces équations pour que les choses soient en équilibre? Tout simplement, si vous voulez que le bilan soit équilibré, rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est l'équation de création de valeur, c'est la manière dont les choses se déroulent. Si la valeur est accaparée par uniquement les actionnaires, vous voyez que la valeur nette du brevet, la vanne, elle vient accroître la valeur des capitaux propres pour les actionnaires. Elle vient créer de la valeur du capital propre pour les actionnaires. Donc, ceci est vrai ici parce que dans mon équation, vous avez cette équation de création de valeur. Rappelez-vous cette équation de création de valeur. On l'avait un peu caricaturée en disant c'est N0 delta P plus M0 delta Q. D'accord ? Donc avec P et Q, la valeur des actions et des obligations, N0, M0, le nombre d'actions et d'obligations qui circulent. Ce qu'on a supposé ici, c'est que ceci était égal à 0. On suppose que delta Q est égal à 0, on le barre. On suppose que le brevet ne vient pas modifier la valeur de l'ancienne dette. C'est pour ça qu'ici, on reste avec un VD. Donc évidemment, c'est une hypothèse importante qui est faite ici, mais dans ce cadre-là, l'intégralité de la valeur est effectivement accaparée par les actionnaires. Donc la situation où A est égal à 0, c'est une situation où le financement se fait purement par dette ou par autofinancement, ce qui revient dans notre cadre très simplifié à la même chose. Et puis lorsque A est égal à 1, c'est uniquement un financement qui se fait par l'émission d'actions nouvelles, d'accord ? Donc par l'augmentation du capital propre. Donc c'est ça le cadre général dans lequel on est, en tout cas l'impact d'un projet sur le bilan de l'entreprise. Voilà, donc je vous donne le plan. Alors c'est juste pour vous le donner, donc je passe évidemment au transparent suivant. On va faire 3 hypothèses de base que l'on va quelquefois relâcher, mais qui sont vraiment fondamentales. En tout cas, c'est les 3 hypothèses qui nous simplifient énormément la situation. Première hypothèse, on va faire comme si ce brevet, qui est un brevet éventuellement risqué, est risqué comme la moyenne des risques de l'entreprise. D'accord ? Donc faire cette hypothèse, c'est dire que finalement le brevet ne modifie pas les risques qui pèsent sur l'entreprise, modifie peut-être la taille de ces risques, mais ne modifie pas la qualité de ces risques. Et pourquoi on fait cette hypothèse-là? Parce que bien sûr, c'est ce qui va nous permettre de valoriser le brevet en utilisant éventuellement un taux d'actualisation qui est celui de l'entreprise actuelle, puisque le brevet a la même nature que l'activité de l'entreprise elle-même. Donc bien sûr, il s'agit d'une hypothèse héroïque. On essaiera de la lever ensuite, mais c'est celle qu'on fait pour évidemment simplifier les choses et pour pouvoir avancer. Le brevet ne modifie pas la nature du risque qui est dans l'entreprise, modifie la quantité de risque, puisqu'il accroît le bilan, mais il ne modifie pas en fait la structure de ce bilan. Deuxième hypothèse, évidemment aussi très importante,
que l'on va aussi lever de temps en temps, c'est qu'on va supposer que le levier de l'entreprise est constant. Donc, dire que le levier de l'entreprise est constant, c'est dire que en fait, la structure du bilan n'est pas modifiée par l'introduction de ce brevet. C'est une hypothèse vraiment relativement restrictive, puisqu'elle nous indique que le partage dans le financement du brevet entre equity et dette sera identique à celui qui existe déjà. Donc quelque part, ça résout la question de savoir comment on finance ce projet. On y reviendra aussi, on aménagera cette hypothèse. Enfin, dernière hypothèse, on en a déjà parlé, on va supposer qu'il y a une fiscalité, et c'est l'unique imperfection de marché, on ne va pas du tout s'intéresser à des problèmes informationnels, des problèmes de coût d'agence, des problèmes de discipline, etc. Tout ça, on le laisse de côté. D'accord ? Donc c'est vraiment un cadre qui est le plus simple possible. Trois méthodes, on en a déjà parlé. La première méthode, c'est la méthode qui passe par le coût moyen pondéré du capital, donc méthode dite de WACC ou de CMPC, où on va chercher à connaître la valeur de l'entreprise, donc éventuellement de l'entreprise endettée, en tenant compte des flux de trésorerie disponibles futurs de l'entreprise, et en les actualisant par quoi? En les actualisant par un WACC fondamentalement ou par un RCMPC. D'accord ? Donc on va voir ça un petit peu. Deuxième technique, la deuxième technique, en fait, elle va chercher aussi à obtenir la valeur de l'entreprise endettée, le VD. Alors n'oubliez pas que le D ici est indiqué au-dessus, hein, c'est bien la valeur de l'entreprise endettée, c'est pas la valeur de sa dette. Bah, simplement en calculant d'un côté le VU et puis en cherchant à regarder la valeur actualisée des économies d'impôt. Donc comment calculer un VU? Bah, on a vu comment calculer un VD. Donc comment calculer un VU? Bah, prendre le FTD et puis l'actualiser par quelque chose qui est un RU, c'est-à-dire un coût du capital du projet, en fait, hein, voilà, celui de l'entreprise, puisque on a supposé que le projet est le même chose. Dernier élément, une manière de valoriser le projet, c'est de valoriser le projet en regardant ce que les actionnaires vont toucher du projet. Donc c'est une manière en fait d'obtenir notamment la vanne du projet, si on suppose que la vanne, comme on l'a vu dans ce que j'ai vu comme transparent avant, si on suppose que la vanne revient en intégralité aux actionnaires, on va simplement repérer les flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires, qui peuvent être remboursés soit redonnés soit sous forme de distribution de dividendes, soit sous forme de programme de rachat d'actions, et puis on va actualiser ces flux de trésorerie disponibles à quelque chose qui est simplement le return on equity, le ROE de l'entreprise. Et donc nous, c'est ce qu'on appelait le RCP, des capitaux propres. Donc on va voir ces trois techniques-là. Quelques rappels de capital budgeting, hein, de choses qu'on a déjà vues, notamment cette notion de flux de trésorerie disponible qui est très importante à bien cerner. Hein. Le passage entre flux de trésorerie disponible, résultat net, etc., c'est des choses qu'on a beaucoup vues. Donc on a vu d'un côté comment se formait le flux de trésorerie disponible. Donc le flux de trésorerie disponible, c'est le EBIT multiplié par 1 moins TIS, plus les amortissements, moins les investissements, moins le delta BFR. D'accord ? Donc, bien faire attention ici au fait que cet amortissement moins investissement, c'est aussi ce que j'ai appelé quelquefois delta K. C'est aussi delta K, c'est-à-dire l'augmentation du stock de capital. Donc, le flux de trésorerie disponible, c'est l'EBIT, le résultat d'exploitation, multiplié par la fiscalité qui s'y applique. Hein, d'accord ? Donc, ce serait le résultat net à endettement nul de l'entreprise, moins delta K, moins delta BFR. Alors attention, il y a quelques fois où on va parler non pas à partir de l'EBIT, mais à partir de l'excédent brut d'exploitation, de l'EBITDA. Et il ne faut pas oublier que l'EBITDA, c'est simplement l'EBIT plus l'amortissement. C'est l'EBIT plus l'amortissement, d'accord ? L'EBIT, c'est l'EBITDA moins l'amortissement, comme l'indique d'ailleurs Before Interest Taxes and Depreciation. Donc, dans ce cadre-là, si on utilise cette formule avec l'EBIT, il faut bien tenir compte des amortissements. Et vous voyez que, du coup, il y a un effet ici de l'amortissement qui va dépendre de la taxation du capital. On va avoir quelque chose en plus qui va arriver là. Et c'est les deux manières de voir les choses. On verra que dans un exercice, attention, le jour de l'examen, quelquefois, on peut soit parler en termes d'EBIT, c'est quand même ce qu'on fait le plus souvent, et puis quelquefois, pour un peu embêter les étudiants, parler en termes d'EBITDA, et dans ce cas-là, il faut passer de l'un à l'autre avec une certaine aisance. Donc ça, c'est la manière dont se forme le flux de trésorerie disponible. Maintenant, il faut se rappeler de son usage, hein. C'est ma fameuse formule. Le flux de trésorerie disponible, il est utilisé à quoi ? Il est utilisé à payer des charges d'intérêt nettes d'impôts. Donc voilà comment on les écrit, d'accord ?
augmenter, donc rendre du cash en fait aux créanciers obligataires, donc diminuer l'endettement, moins delta VD, donc voilà, ça c'est la première utilisation. Et puis la deuxième, c'est de rendre du cash aux actionnaires, plus d'IV, moins. Une deuxième manière de rendre du cash aux actionnaires éventuellement, c'est de faire des programmes de rachat d'actions, ce qui fait baisser delta VCP. Donc vous avez cette formule-là qui est évidemment aussi très importante, on en a déjà parlé, donc n'oubliez pas bien sûr ça. N'oubliez pas aussi, ce que j'ai souligné là, que lorsque je pose cette formule, si je dis que VD est l'endettement net, excusez-moi, les liquidités sont incluses dans la valeur de la dette dans le VD qui est ici. Ok, très bien. CMPC WAC. Alors, qu'est-ce que c'est le CMPC? D'abord, je commence par un petit rappel pour vous dire, n'oubliez pas ça, je le mets là, quand on présente un bilan, il y a en fait deux manières de présenter le bilan. Soit vous le présentez en termes de taux d'endettement, soit vous le présentez en termes de levier. Vous présentez en termes de taux d'endettement, c'est présenter une structure du bilan de cette manière-là, 1 - D, D, d'accord. Et le présenter en termes de levier, c'est dire que pour 1 euro de capital propre, on a L de dette, d'accord. Et donc dans ce cas-là, la valeur de l'actif, c'est 1 plus L. Donc ne pas oublier la relation qu'il y a entre les deux, hein, notamment le fait que D n'est rien d'autre que 1 plus L sur L. C'est rien d'autre que L sur 1 plus L, pardon, d'accord. C'est rien d'autre que L sur 1 plus L. Et donc L, c'est aussi, bien sûr, de manière équivalente, L, c'est aussi bien sûr égal à D sur 1 - D. Donc attention, quand on va présenter les choses, on va parler de levier constant ou d'endettement constant, bien repérer ça. On a vu la formule du CMPC après impôt, le RCMPC ou le RWAC, hein, d'accord. Il est égal à quoi? C'est une moyenne pondérée en fait c'est une moyenne pondérée par la structure du bilan du coût des capital propre. Donc là, je me trompe. Évidemment aussi, ce qu'il faut que je mette, c'est pas D, mais c'est 1 - D. Donc excusez-moi, je fais cette petite modification. Donc ça fait 1 - D RCP. Et puis, on a vu aussi qu'on avait une formule qui permettait de tenir compte de l'économie qui était permise par la structure par l'endettement lorsque il y a une taxation de l'impôt sur les bénéfices. Et ici, c'est D multiplié par 1 - TIS RD, où RD est simplement le coût de l'endettement. Donc ça veut dire que le RCMPC, c'est un RU. Le RU, il sera obtenu sans tenir compte de la facture fiscale, des économies d'impôt, sans tenir compte des économies d'impôt. Donc le RCMPC, c'est aussi le RU moins quelque chose. Il est plus faible. Ça veut bien dire que le fait d'avoir des impôts, ça baisse le coût du capital pour l'entreprise. Moins des fois TIS multiplié par RD. D'accord. Donc on a ces formules-là. Ok. Donc cette formule-là aussi, elle fonctionne à flux constant. Donc elle fonctionne à levier constant. Enfin, c'est pas qu'elle fonctionne à levier constant, c'est si le levier est constant, le RCMPC peut rester éventuellement le même. Et donc la technique du FTD, qu'on avait déjà vu en fait précédemment, elle consiste simplement à actualiser les différents flux de trésorerie aux différentes dates, hein, donc ça c'est V0D, à l'aide du CMPC. Et si le CMPC, pour que cette formule fonctionne, il faut que le levier soit constant, et donc vous l'appliquez évidemment à tous les flux de trésorerie à venir de l'entreprise. Donc c'est ça, la technique du CMPC WAC, on va y revenir, mais c'est comme ça qu'on a déjà introduit cette formule du CMPC. Ok. Alors, j'en viens maintenant au support qu'on va avoir, c'est-à-dire toujours la même entreprise. J'en profite pour regarder si je n'ai rien oublié, mais non, je n'ai rien oublié. Donc, très bien, voilà. Je vous donne juste le cas qu'on va étudier. Donc le cas qu'on va étudier, c'est un brevet qu'on appelle DECO, voilà, et c'est un brevet RFID, donc c'est quelque chose qui va s'ajouter à la structure déjà existante de l'entreprise. N'oubliez pas que l'hypothèse qu'on fait, c'est que le risque qui est contenu dans le brevet est similaire à celui de l'entreprise. Ce qui est un peu gênant, c'est-à-dire que ce brevet, c'est pas vraiment une innovation, c'est juste une extension à l'identique de l'entreprise, une augmentation de son échelle de production. Donc comment on présente ici les choses?
Alors, on nous a donné le résultat net à endettement nul. Donc, à chaque fois, il s'agit de la variation en fait par rapport à la situation de l'entreprise. Donc, c'est résultat net endettement nul associé au projet. D'accord. Donc, ça, c'est juste. Donc, là, on a juste l'EBIT qui est ici. D'accord. Ça, c'est l'EBIT. Donc, vous voyez bien que pour calculer l'EBIT, on a fait les ventes, moins les coûts, etc., moins les dotations aux amortissements. Donc, c'est bien quelque chose qui est calculé après. Vous observez effectivement qu'ici, il y a des dotations aux amortissements pour un montant total de 24, ce qui laisserait entendre éventuellement que l'investissement initial est de 24. D'accord. L'investissement initial est de 24. Vous voyez, c'est après, ici, on a un schéma d'amortissement qui est un amortissement linéaire. On amortit les 24 d'amortissement sur 4 années, sur 4 années consécutives. Donc on a 24 qui est divisé par 4, et d'accord. Et donc vous voyez bien qu'au total, si vous sommez l'investissement et l'amortissement, bah, le capital a fini par disparaître sur toute la période. Hein, c'est bien ça, on investit au début 24 et puis ensuite ça disparaît. Donc ça c'est bien l'EBIT. Un point qui me semble également important à souligner, c'est que vous voyez que le coût de mise en œuvre du brevet, donc le coût de mise en œuvre du brevet, que je vais appeler I habituellement, c'est ça, hein, c'est ici ce I. Vous voyez que dans ce coût de mise en œuvre, il n'y a pas simplement du I, mais il y a aussi des coûts administratifs et de R&D. D'accord. Donc en fait, lorsqu'on va calculer la vanne du projet, on va tenir compte des coûts de mise en œuvre du projet. Vous voyez que dans les coûts de mise en œuvre du projet, il y a à la fois de l'investissement, qui est ici et qui est amortissable, c'est sa caractéristique. Et puis il y a aussi autre chose, qui sont des coûts administratifs et de R&D qu'on va devoir défalquer, de sorte que le projet, vous voyez, il a en fait un coût total qui est de 28,47. Donc c'est ça le coût de mise en œuvre du projet. Et dans ce coût de mise en œuvre du projet, il n'y a pas que de l'investissement, il y a aussi autre chose. Donc quand on calculera la vanne du projet, ça sera bien ce moins 28,47 qui viendra, en termes négatifs, se décompter de la création de valeur permise par le projet. Donc ça c'est aussi un point. Autre point, là vous avez 1 moins T l'EBIT. Et puis bien sûr en dessous, vous allez pouvoir calculer le FTD. Bah, pour avoir le FTD, il faut quoi? Il faut enlever le moins delta K, d'accord? Donc enlever le moins delta K. Donc n'oubliez pas que delta K, et ça aussi c'est un point qui est fondamental, c'est que delta K c'est I moins les amortissements, hein, et c'est comme ça qu'on l'a calculé, d'accord? Vous voyez que vous avez quelque chose qui est moins 24 ici, mais ensuite, les amortissements vont venir s'ajouter pour obtenir le flux de trésorerie disponible du projet qui sont indiqués là sur ces 4 années. Voilà. Donc voilà comment les choses se présentent. Il y a un point qui me semble très important à chaque fois, c'est de bien repérer, j'ai préparé, c'est de bien repérer la temporalité des flux pour ne pas faire d'erreur dans l'actualisation. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que en fait, on a donc un projet qui s'étale sur 5 périodes, d'accord, donc y compris la période 0, donc on a bien 5 périodes. On va toujours opter pour la même norme. On va considérer que les choses que l'on mesure pour l'année 0, c'est en fin d'année. Donc la valeur, le flux de trésorerie disponible, il est constaté en fin d'année, d'accord? Il est constaté en fin d'année, c'est-à-dire au 31 décembre, juste avant le 1er janvier de l'année 1. Et puis, juste après avoir constaté le flux de trésorerie disponible 0, on calcule la valeur en 0, d'accord? Donc la valeur en 0, elle ne tient pas compte. Elle ne tient pas compte ici du flux de trésorerie disponible, puisque celui-ci a déjà été comptabilisé, c'est après la dépense de ce flux de trésorerie disponible. Donc ça, c'est vrai pour toutes les années. Vous voyez, ça, c'est le flux de trésorerie disponible de l'année 1, et là, ça vous permet d'obtenir V1. Le flux de trésorerie disponible de l'année 2, ça vous permet d'obtenir V2. Le flux de trésorerie disponible de l'année 3, ça vous permet d'obtenir V3. Le flux de trésorerie disponible de l'année 4, ça permet d'obtenir V4. Mais attention, le projet, ensuite, c'est ce qui est indiqué dans l'énoncé, l'année 4, donc le 31 décembre de l'année 4, la valeur du projet c'est combien? C'est 0, puisque le projet est terminé, il n'y a plus de charge qui est associée au projet est liquidé. Donc on estime bien un projet qui est sur 5 périodes, d'accord, et qui à la fin a une valeur terminale qui sera nulle. Il pourrait y avoir une valeur terminale positive si par exemple on était en capacité de revendre les équipements. Ici, on a intégré, on ne parle pas de revendre des équipements. Je crois qu'il y a un exercice dans les examens où j'avais mis cette possibilité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut peut-être regarder. On y reviendra peut-être.
Dans ce cas-là, bah, on aura une valeur à la fin, une valeur terminale du brevet, mais ce n'est pas le cas ici. Donc ça, c'est vraiment très important de bien comprendre ça et de bien comprendre le timing des flux, parce que c'est aussi la manière dont on va ensuite actualiser qui va dépendre de ça. D'accord ? Donc, ce que j'appelle ici la vanne à l'instant 0, la vanne du brevet à l'instant 0, c'est quoi? C'est moins ftd0, ce que j'ai appelé i précédemment, plus v0. D'accord ? Donc c'est ça la création de valeur du brevet. Création de valeur associée au brevet. Voilà. Ok, j'en viens au transparent suivant. Ah, mince, problème, je ne sais pas pourquoi mon open board, mon tableau n'a pas à sauter. Donc je le remets en étant désolé pour cet incident, j'espère qu'il est sans conséquence. Je remets open board, je le refais démarrer. On va pouvoir revenir à open board, il est ici. Excusez-moi, je suis désolé. Ah, voilà. Ok, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. D'accord, j'espère que tout a été enregistré, je pense que oui. Oui, je pense que nous en étions là. Encore une fois, désolé pour ce problème technique. Donc je continue, je reprends. C'est ça, hein, on est d'accord qu'à chaque fois, il faut bien tenir compte, je le mets ici, ça c'est V4 égale à 0, ça c'est V3, là il y a V2, alors, en fait là il y a V1, et là il y a V0. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que juste avant qu'on enregistre le flux, en fait, juste avant qu'on enregistre le stock, on a toujours un petit flux, ftd0, ftd1, qui intervient juste avant, ftd2, etc., qui intervient juste avant, ftd3, etc. Ok. Et donc, si vous acceptez, imaginons qu'on cherche à actualiser des flux en utilisant quelque chose qui est un RWAC ou un RCMPC. Hein. Vous voyez que ce qu'il faut comprendre, ce qui est important à comprendre, c'est que, ici vous avez ftd4, à quoi est égal par exemple V3 V3 c'est la valeur le 31 décembre 3. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme valeur à comptabiliser? C'est une valeur qui est comptabilisée vers l'avant. Pour comptabiliser la valeur du brevet, on regarde vers l'avant. Donc on regarde ce qui va être généré par le brevet dans le futur. Qu'est-ce qui va être généré par le brevet dans le futur? Ce qui va être généré, c'est ftd4 en fin de période, et puis éventuellement une valeur résiduelle, mais on a vu que cette valeur résiduelle était nulle. Donc V3, c'est bien égal à ça. Et de la même manière, on y reviendra aussi, on comprend ça aussi, c'est que V2, ce n'est rien d'autre que, c'est quoi V2? V2, vous pouvez le voir comme étant, vous êtes après que ftd2 était réalisé, donc là vous avez ftd3, c'est ftd3 que vous allez toucher dans une période, donc voilà, vous allez l'actualiser de cette manière-là, 1 plus RCMPC, plus éventuellement ftd4 que vous allez toucher dans 2 périodes. Et si vous le touchez dans 2 périodes, bien sûr qu'il faut le mettre au carré. Mais ça aussi, vous voyez que vous avez une autre manière de le mesurer. Vous pouvez très bien le mesurer en tenant compte justement de la valeur résiduelle du brevet. Et quand vous êtes à la date 2, vous voyez que qu'est-ce qui est généré par le brevet? C'est ftd3, c'est bien le flux généré par le brevet en fin de période suivante, plus une valeur résiduelle qui est en fait obtenue au même instant si on coupait le brevet, si on revendait le brevet. Et donc vous avez cette relation-là qui est aussi une relation qui permet de définir V2 et qui donne exactement la même chose. Et donc à chaque fois, il faut bien regarder les choses de manière récursive. De la même manière, vous voyez que V1, évidemment, on pourrait l'écrire intégralement, mais vous pouvez aussi l'écrire en disant que V1, c'est simplement ftd2 plus V2 divisé par 1 plus RCMPC. Et donc cette formule, elle permet en allant en sens inverse du temps, de reconstituer toutes les valeurs du brevet. C'est quelque chose qu'on utilisera. Et donc là aussi, c'est important de bien visualiser le timing des flux du brevet dans le temps. Voilà.
Ok, je continue. Alors, quel CMPC? Bon, ici, qu'est-ce qu'on nous explique? Bah, on nous explique ici, on nous donne la structure initiale du bilan de cette entreprise. Excusez-moi. C'est quoi cette structure? C'est une entreprise qui qui en fait vaut 620 au total, qui vaut 620 au total, d'accord? Donc on a 20 de trésorerie, et puis vous voyez qu'on a 300 et 320. Alors évidemment, la manière dont ils veulent nous faire présenter, c'est pas de cette manière-là. Ils veulent pas qu'on le présente comme ça. Ils veulent qu'on le présente en termes de, puisqu'on raisonne ici pour essayer de donner un coût du capital, on a plutôt intérêt à le présenter en termes nets et expliquer que la trésorerie, en fait, elle intervient comme étant dans la dette nette. Et donc dans ce cas-là, vous voyez que la structure du bilan, c'est celle-là, 600, 300, 300. Et donc vous avez un levier qui est de 1 ou un D qui est de 1,5. Donc quel est le RCMPC? Bah, le RCMPC, pour le calculer, il suffit juste de faire une moyenne pondérée, d'accord? Donc vous avez 1,5 du coût du capital propre. Le coût du capital propre, c'est 10%, 1,5 de 10%, plus 1,5 de quoi? N'oubliez pas, on nous a donné le taux de taxe précédemment, hein, ici, je l'ai oublié, mais vous voyez que le taux d'imposition sur les sociétés, c'est 67%, c'est 33%, pardon. D'accord? Donc ici, il faut bien mettre un coefficient de 67%, multiplié par le RD qui est de 6%. Bon, ce que je vous propose, c'est que 67%, on l'arrondisse à 66,66%. Et donc, vous voyez, ça fait 5% plus 2%. Et donc, vous avez un RCMPC qui est de 7%. Donc, ça, c'est bien le taux qu'il faut actualiser pour chercher à donner la valeur du brevet par la méthode du WACC et des flux de trésorerie disponibles. D'accord? Et donc, bien sûr, pour que ceci fonctionne, il faut que la structure de bilan soit inchangée, ce qui implique que le RCMPC est constant. Donc c'est sous cette hypothèse qu'on fait le calcul. C'est un petit peu plus subtil en fait, hein. C'est pas uniquement que le RCMPC est constant, mais pour que la méthode fonctionne, il faut que la structure de bilan soit inchangée. Et c'est bien souvent une hypothèse qu'on oublie dans la pratique, alors que c'est une hypothèse qui est fondamentale. On verra ce qui se passe lorsque la structure du bilan change. On peut aussi faire de la valorisation avec un plan d'endettement qui est plus compliqué, mais dans ce cas-là, il ne vaut mieux pas utiliser cette méthode, il faut mieux utiliser la méthode de l'Havana ou la méthode de la FTDA. On va y revenir un peu plus loin. Donc, quelle est la valeur du brevet? Bah, la valeur du brevet, on l'a. Hein, voilà. Cette valeur du brevet, c'est la valeur du brevet à zéro. Donc, rappelez-vous, hein, c'est quelque chose qui est fait, qui est mesuré après, qui est mesuré au 31 décembre de l'année 0. Vous avez vu le tableau hein, des FTD, c'est 18,06, c'est tout le temps constant. Vous l'actualisez par 7% et vous obtenez une valeur ici qui est de 61,16 millions d'euros. Voilà. Maintenant, il faut tenir compte de la vanne. Enfin, ça, c'est bien le delta V, ou c'est le V0D, c'est la création de valeur faite par le brevet. Maintenant, si vous voulez mesurer la vanne, il faut évidemment soustraire au delta V, il faut soustraire le flux de trésorerie disponible, ou l'additionner, puisqu'il s'agit, excusez-moi, d'un flux de trésorerie disponible négatif de 28,47. Et vous voyez que le brevet a généré une vanne de 32,69 millions d'euros. Donc bien sûr que ce brevet, il faut le mettre en œuvre. Et cette vanne, c'est bien une vanne qui est créée, c'est bien l'équation de création de valeur pour les investisseurs actuels. Donc c'est bien égal à N0 delta P plus M0 delta Q. Mais n'oubliez pas qu'ici, on a supposé que la dette n'était pas affectée, en fait, la nature de la dette et le risque associé à la dette n'était pas affecté, donc il n'y a pas de raison que delta Q soit différent de 0. Et donc cette vanne, elle revient aux actionnaires. D'accord? Elle revient en fait ici aux actionnaires. Ceci est égal à 0. Et donc c'est bien les actionnaires qui récupèrent la vanne du brevet. Ok. Alors, effectivement, je reprends ça ici. Vous avez cette fameuse formule de création de valeur. Donc la vanne de l'année 0. Donc c'est FTD 0 qui est négatif, plus la valeur du brevet qu'on a noté V02, V0D. Ceci revient en fait aux actionnaires. Et ceci vaut combien? 32,69. 32,69.
et ça revient bien aux actionnaires sous la forme d'un N0 delta P, puisque le M0 delta Q est égal à 0. Donc il faut bien comprendre les conséquences en termes de bilan, et c'est ça, ça me paraît être un point important. Ici, j'ai présenté le bilan initial de l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ce brevet permettait de créer de la valeur à hauteur de 61,16. Donc le bilan au 31/12/0 de l'entreprise se présente de la manière suivante. Vous avez créé 61,16 de valeur. Donc voilà, ça c'est la création de valeur, c'est le V0D qui est associé au brevet. Autre élément, je ne me suis pas trompé, c'est bien 61,16. Autre élément très important, le levier est maintenu constant. Donc c'est 61,16, le levier il est de 50%. Donc si on veut le maintenir de constant, il faut que les 61,16 soient répartis à part égale entre d'un côté les créanciers obligataires et les actionnaires, d'accord? Donc voilà comment les choses se présentent en termes de bilan suite à la mise en œuvre du brevet. Mais je vais être un petit peu plus subtil, hein, voilà, attention, on aime bien retrouver à qui revient la valeur. On a expliqué que, on a expliqué quoi? On a expliqué que ce brevet, il avait coûté 28, il a coûté 28,47 et c'est ça, il a coûté 28,47 et vous voyez qu'il a augmenté l'endettement de 30,58. Donc tout se passe comme si en fait, vous voyez que tout se passe comme si on avait endetté l'entreprise au-delà de la valeur du brevet. Et donc on a un résultat qui est assez surprenant, c'est que effectivement le 300 qui est là, c'est 300 plus la vanne du brevet qui est de 32,69, donc ça c'est bien la vanne qui est ici, moins 2, si on veut que la somme soit juste, moins 2,11. Et ici, vous voyez que ça c'est 300 plus 30,58. Donc on a endetté l'entreprise à hauteur de 30 millions, 30,58. Vous voyez que la vanne, si on suppose que le delta Q est égal à 0, la vanne elle est complètement entre les mains des actionnaires. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que en fait, les actionnaires touchent la vanne, V, les actionnaires de l'entreprise présents au départ. Et vous voyez qu'en plus, ici, il y a 2,11. Et c'est quoi ce 2,11? C'est simplement des actions rachetées par l'entreprise. L'entreprise, en menant le brevet, si elle veut maintenir le levier, eh ben elle est obligée, si elle veut maintenir le levier à 50%, elle est obligée de racheter des actions et donc de rendre du cash aux actionnaires anciens de l'entreprise, hein, à ceux qui étaient présents initialement. Donc le 2,11, c'est bien quelque chose qui revient aux actionnaires de l'entreprise. Voilà la situation de l'entreprise. J'avais ajouté c'est un sujet qui actuellement, ce qu'on appelle les entreprises à mission sur la création de valeur, donc je vais laisser cette référence à The Economist. Mais bien comprendre ça me semble être fondamental. D'accord, on voit que le projet crée de la valeur, il a créé de la valeur. Cette valeur est partagée moitié-moitié pour maintenir le levier entre actionnaires et créanciers obligataires. Et ça implique, pour que les créanciers obligataires récupèrent la vanne, ça implique en fait qu'on leur rachète des actions à hauteur de 2,11. Donc on leur rende du cash ici quand on met en œuvre le brevet, si on veut maintenir ce levier à 50%. Voilà comment les choses se présentent. Vous voyez que dans ce calcul, on ne s'est pas intéressé en fait à la dette de l'entreprise. Si on connaît la dette de l'entreprise, on ne s'est pas intéressé à la dette de l'entreprise. Si on s'y intéressé, on voit que la dette de l'entreprise, eh ben, le brevet, en tout cas à l'instant 0, donc VD0, à l'instant 0, le brevet, et il a été financé en émettant une dette de 30,58. Et dans ces 30,58, on est d'accord que ces 30,58 de dette, ils ont permis d'un côté de rendre 2,11 de cash aux actionnaires. Ça, c'est cash rendu aux actionnaires. C'est ce qu'on a vu dans le détail précédent. Et puis, le complémentaire a été dépensé pour en fait, financer le brevet. Et on avait vu aussi
le coût du brevet, c'était combien le coût du brevet? C'était 28,47. C'était 28,47, bien sûr. Et bien sûr, la somme des deux est bien égale à 30,58. Donc ça, c'est le financement du brevet. Et le financement du brevet, c'est du I plus des dépenses. D'accord? On a vu, il y a 24 de I, mais il y a aussi d'autres éléments. Et donc c'est à ça qu'on a utilisé l'endettement. Et ensuite, cette dette, on va la rembourser. Bah, comment on va la rembourser? On va simplement la rembourser de manière à maintenir le levier constant avec un levier qui est égal à 1,5. Donc à toutes les dates, on va rembourser cette dette. On sait bien sûr que la valeur de la dette le 31 décembre 2004 sera égale à 0. On aura totalement remboursé puisque le brevet s'achève, donc on n'aura plus de dette en D4. Et ce qu'on voudrait, c'est reconstituer le bilan, reconstituer le tableau en fait, des capacités d'endettement et de l'endettement de l'entreprise. On appelle ça le tableau des capacités d'endettement, c'est-à-dire asseoir le schéma de dette qui est derrière ça. On connaît la dette initiale, on connaît la dette terminale. L'initiale est de 30,58, la dette terminale est de 0, et on voudrait trouver toutes les valeurs intermédiaires de la dette. Donc bon, voilà, ça on a déjà vu, hein, bilan 0 après l'annonce du brevet, on a même un peu détaillé ce bilan, donc ça on l'a fait bien sûr. Alors, pour réussir à calculer la valeur de la dette, bah, on va simplement partir d'une formule très simple. C'est qu'on sait que la valeur de la dette, donc je note ça de cette manière-là, VTD, VDT, d'accord, c'est ça la valeur de la dette. C'est quoi? C'est une proportion constante de la valeur totale de l'entreprise. Donc c'est D fois VDT, d'accord? C'est D fois VDT. Et donc, pour calculer la valeur de la dette, il suffit juste de calculer la valeur du brevet. Il suffit juste de calculer le D, on sait que D vaut 1,5, d'accord? Le D vaut 1,5, et donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on réussisse à calculer en fait le VTD pour toutes les dates. Bah, il y a une formule très simple qui nous permet de faire ça, enfin vous d'y réfléchir, c'est que on l'a déjà vu. C'est qu'en fait, on a vu, rappelez-vous ce que j'ai dit sur le timing, que la valeur en T, c'était la valeur du flux à la fin de l'année suivante, donc en T plus 1, plus la valeur de l'entreprise résiduelle en T plus 1, divisé par 1 plus RCMPC. Donc au passage, notez bien que cette formule ici dans le livre est fausse, il faut bien rajouter ici 1 plus 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement V4 est égal, bon, on sait que la valeur terminale du brevet c'est 0, donc V4 est égal à 0. Donc V3 c'est égal à quoi? V3 en fait c'est égal à FTD4 divisé par 1 plus RCMPC. Donc FTD4 divisé par 1 plus RCMPC. À quoi est égal FTD4? FTD4, c'est 18,6. On a vu que le flux de trésorerie disponible est toujours de 18,6. 18,06, pardon. Donc il faut juste l'actualiser par 1,07 et vous en divisez V4. Donc V3, pardon. Et vous en divisez V3, et V3, c'est juste 16,88 si vous faites cette opération. De la même manière, vous pouvez calculer V2. C'est égal à quoi V2? V2, c'est égal à... vous pouvez avoir deux manières de le calculer. Soit vous pouvez vous dire, bah, V2, c'est le flux de trésorerie disponible l'année 3 divisé par 1,07, plus le flux de trésorerie disponible l'année 4 divisé par 1,07 au carré. Et si vous faites ça, si vous faites ce calcul, vous allez trouver un certain nombre qui est juste égal à 32,65. Mais il y a une autre manière de le faire, qui est en fait plus rusée, qui consiste juste à dire que V2, c'est V3, donc 16,88, plus le flux disponible à la fin de l'année 3, 18,06, divisé par 1,07. Et évidemment, vous trouvez le même résultat. D'accord? Vous trouvez 32,65. Comment vous pouvez calculer V1? Bah, vous pouvez calculer V1 par cette formule récursive qui est indiquée ici, la formule 18,4. V1, c'est égal à quoi? C'est égal à V2, 32,65, plus FTD2, 18,06, divisé par 1,07. D'accord? Et donc là, vous trouvez que c'est égal à 47,4. Vous trouvez que c'est 47,4. Et puis, enfin, vous pouvez calculer V0. Bah, V0, on l'a déjà calculé. Hein. V0, on sait que c'est égal à 61,16, mais vous pouvez vérifier que c'est juste. V0, normalement, c'est aussi égal à 47,4 plus 18,06 divisé par 1,07. D'accord? Et si les calculs sont bons, ceci, je le fais ici devant vous pour le vérifier, ça nous fait du 47,4 plus du 18,06 exé divisé
par 1,07, et ceci devrait nous donner quelque chose qui est proche de 61,16. Et effectivement, si je fais ça, je trouve 61,17. Vous me pardonnerez pour les quelques histoires d'arrondi, mais vous trouvez la même chose, 61,16. Donc vous avez de cette manière-là reconstitué la valeur, l'évolution de la valeur du brevet, et vous voyez que vous avez fait une résolution en partant de la valeur terminale du brevet qui est V4 qui est égal à 0. Et puis vous êtes redescendu dans le temps, vous avez trouvé V4, V3, V2, V1, etc. Et en même temps, bien sûr, une fois que vous avez fait ça, si vous connaissez le levier d'endettement du brevet, le taux d'endettement du brevet, c'est-à-dire 50%, vous pouvez en déduire la valeur de la dette et donc le calendrier de remboursement de la dette, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc c'est là, hein, vous voyez, ça c'est juste une demi-fois VTD, on est d'accord, c'est bien ça, c'est ça. Donc vous connaissez, vous pouvez en déduire, donc vous avez cette formule-là, d'accord. Donc il vous suffit juste à chaque fois de diviser ce qu'il faut. Bah, on sait que la dette initialement, on l'a déjà calculée, ça c'est 30,58. Ensuite on a calculé V1, donc si on calcule V1 et qu'on divise par 2, on va trouver 23,69. Donc ça c'est la valeur de la dette entre les deux. Donc vous voyez qu'il y a eu du remboursement qui a été effectué entre les deux dates. À la fin de la date D, c'est 16,39. Et puis en 3, c'est 8,44. Et bien sûr, le 31 décembre 2004, 31 décembre 4, il n'y a plus de dette possible. Vous voyez qu'en même temps, ça nous permet de calculer autre chose. Ça nous permet aussi de calculer, ces résultats sont aussi contenus là, hein, bien sûr, ça nous permet de calculer la charge d'intérêt, puisque vous voyez que la charge d'intérêt, les intérêts ici sont de, c'est combien? C'est 5%, je crois. C'est ça, la charge d'intérêt, je n'arrive plus à savoir. Ouais, non, c'est 6%, d'accord. Vous voyez que ici, la charge d'intérêt, elle est nulle, puisque la première année, vous payez la charge d'intérêt uniquement à la fin de l'année suivante. Hein. Là, vous pouvez calculer la charge d'intérêt en multipliant ceci par 6%, puisque c'est la charge d'intérêt, hein, brut d'impôt, vous pouvez calculer ici, vous pouvez calculer là, etc. Et donc on est capable, à chaque fois, de calculer la charge d'intérêt qui est associée au brevet. On va voir que ça nous sera utile. Donc ça veut dire que à partir de nos techniques de flux de trésorerie disponible, hein, en utilisant le WACC, en expliquant que le levier était maintenu constant, on a pu reconstituer le tableau d'endettement de l'entreprise et savoir comment l'entreprise a géré sa dette. Et elle l'a géré, bien sûr, de manière à maintenir son levier à 50%. Enfin, son levier à 1, en fait, hein, bien sûr, son taux d'endettement à 50%. Donc, voilà ce qu'on a fait là. Donc, dans cette technique du FTD, on n'a pas eu besoin de s'intéresser à la dette. Maintenant, on va passer à une autre technique qui est la technique de la VANA ajustée. Alors, cette technique de la VANA ajustée, elle repose sur une formule qu'on a déjà maintes fois rencontrée de Modielli Miller, qui est le fait que la valeur de l'entreprise endettée, c'est la valeur de l'entreprise non endettée plus la VA des éco-IS. Et vous voyez que pour calculer la valeur actualisée des éco-IS, il nous faut reconstituer le tableau d'endettement. On a besoin de connaître le tableau d'endettement, les charges d'intérêt qui sont associées à l'endettement de l'entreprise. Donc on a besoin de cette information-là pour calculer le truc. Puis on a aussi besoin de calculer le VU. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, comment va-t-on calculer? D'abord, comment va-t-on calculer le VU? Le VU, c'est la valeur de l'entreprise à endettement nul. Donc pour calculer le VU, il suffit juste d'actualiser les flux de trésorerie disponibles, non plus par le WACC, mais précisément par le RU. Et comment on obtient le RU? En calculant, uniquement en reconstituant le RU à partir du RCMPC qu'on a déjà obtenu. Donc à quoi est égal ici le RU? Le RU c'est 0,5, 50% d'endettement, multiplié par 10%, c'était ça, plus 0,5 multiplié par 6%. Donc c'est tout simple ici, c'est 8%. Le RU est de 8%. Un point qui me semble effectivement important, après, c'est aussi de voir, là on a calculé le RU, mais on va devoir calculer la valeur actualisée d'économie d'impôt. Et en fait, quand on utilise une formule du type FTD et qu'on lui applique un taux,
il faut que le levier soit constant pour que ça fonctionne. C'est sur cette hypothèse-là que fonctionne ce qu'on a fait précédemment. Donc ici, c'est un petit peu différent parce que la valeur actualisée de l'économie d'impôt, on va les calculer séparément. Quand on calcule la valeur actualisée de l'économie d'impôt, la question principale, c'est de savoir par quel taux vous allez actualiser, les économies d'impôt. Bon, c'est pas encore là, hein, donc évidemment j'ai pris un petit peu de retard ou un petit peu d'avance ici. Hein. Donc le RU, on a vu que c'était un demi de 10% plus un demi de 6%. On en a déduit que c'était 8%. Et ensuite on actualise ça, on actualise ceci, et on actualise les flux de trésorerie au taux RU pour obtenir le VI qui est ici présenté. Maintenant, bien sûr, il faut qu'on calcule le VA d'EcoIS. Donc pour calculer le VA de EcoIS, il faut repérer quoi? Il faut repérer les charges d'intérêt qui sont associées à l'endettement de l'entreprise à toutes les dates et actualiser ces charges d'intérêt en les multipliant par le taux de taxation. Et c'est ça qu'on fait comme économie. Donc il faut calculer la charge d'intérêt qui est obtenue à chaque période. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit là. Hein. Attention, vous voyez qu'on a reconstitué la capacité d'endettement, on l'a déjà calculée, on la connaît, parce qu'on l'a obtenue comme étant, comme on l'a obtenue en utilisant la méthode du FTD, on ne nous l'a pas donnée au départ, mais on va voir dans l'exercice que si on nous l'a donnée au départ, on peut la calculer directement. On calcule la charge d'intérêt, donc on multiplie à chaque fois ceci par 6%, donc ça, on va le multiplier, on fait cette opération-là, et puis ensuite, on multiplie tout ça par 0,33, d'accord, et on en déduit les économies d'impôt. Donc ça, ce sont bien les économies d'impôt. Après, la question, c'est avec quel facteur d'actualisation va-t-on actualiser ces économies d'impôt. Et c'est là où il y a une compréhension à avoir, c'est que on est dans un monde où il peut y avoir des risques, hein, bien sûr, et donc quand on actualise, on doit tenir compte d'un facteur d'actualisation qui tient compte de la nature des risques qui est associé au flux en question. Et ici, ce flux, c'est quoi? C'est un flux qui est lié à quoi? À la valeur de la dette. Or, comme le levier est maintenu constant, la valeur de la dette, en fait, elle fluctue, elle évolue, elle a autant de risques que le bilan lui-même, c'est-à-dire que le progrès économique lui-même, puisque le levier est maintenu constant dans une proportion de 50%. Donc ça veut dire que le risque qui est associé aux économies d'impôt est le même que le risque qui est associé au projet économique de l'entreprise. D'accord? Pourquoi? Parce que le levier est constant. Si le levier n'était pas constant, si par exemple on avait un endettement qui était fixe, dans ce cas-là, peut-être que les économies d'impôt seraient certaines, il faudrait les actualiser non pas avec un taux incorporant une prime de risque, mais avec un taux certain. Ici, comme le levier est maintenu constant, ces économies d'impôt, on doit les actualiser avec un taux qui incorpore une prime de risque, parce que ces économies d'impôt fluctuent avec la valeur de l'actif économique, puisqu'on maintient le levier à 50%. Donc ça, c'est un point essentiel, de bien comprendre qu'en l'espèce, dans cet exemple-là, le risque du flux EcoIS est le même que celui du flux de flux trésorerie disponible. Et donc, pour l'actualiser, il faut utiliser quoi? Utiliser le taux d'actualisation de l'actif économique, qui est de 8%, c'est-à-dire le RU. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise ici le RU pour en déduire la valeur actualisée d'économie d'impôt. C'est pour ça qu'on met du 8% ici et pas autre chose. D'accord? C'est pour ça qu'on met du 8% ici et pas autre chose. Donc, au total, on peut en déduire la valeur du brevet RFID. C'est VU, 59,82, on l'a déjà calculé, plus les 1,34, et donc on retrouve 61,16 millions, d'accord? C'est-à-dire, on retombe sur la même valeur que celle qu'on a trouvée dans la technique précédente. Donc, c'est pour ça que je fais ce chat que l'on jette en l'air, puisqu'il va retomber sur ses pattes. Vous voyez qu'on a fait quelque chose d'un peu compliqué, c'est que d'abord, on a vu une première méthode qui est la technique FTD plus WACC. À partir de cette technique, en maintenant le levier constant, on a déduit un tableau d'endettement pour l'entreprise qu'on ne nous avait pas fourni. Maintenant, on va utiliser une autre technique qui est la technique de l'Havana. On la met en œuvre. Et puis, on se rend compte qu'en utilisant le tableau d'endettement qui a été fourni par la technique précédente, on tombe sur la même valeur. Tout ça nous montre une seule chose, c'est que tout ceci est parfaitement cohérent. Le chat retombe sur ses pattes. D'accord? Il y a une cohérence entre les deux techniques. Et c'est bien pour ça qu'on trouve la même valeur et que le tableau d'endettement qui est associé à la technique du FTD est précisément celui qui nous permet de retrouver la même valeur dans la technique suivante. Les deux techniques sont complètement équivalentes, en fait, bien sûr, et nous permettent d'obtenir la même valeur pour l'entreprise. Ok, donc résumé de la méthode de Vanna.
on va déterminer la valeur du brevet endettement nul VU en actualisant les FTD au coût du capital endettement nul, c'est-à-dire au RU. Si le levier de l'entreprise est constant, il est possible d'utiliser l'équation 18.6. Donc l'équation qui me permet de... l'équation 18.6, c'est celle qui me permet de déduire le RU, voilà, de cette manière-là, en faisant, en calculant cette moyenne-là. Si le RU n'est pas constant, si le levier n'est pas constant, quelquefois dans l'exercice, le RU nous est donné directement, et donc on n'a pas à se poser la question, le RU est constant, on n'a pas besoin de le reconstituer. Par contre, il n'est pas constant, si on a besoin de le reconstituer et que le levier est constant, on le reconstitue à partir de la formule qu'on a déjà rencontrée. Voilà, on va déterminer le VA des éco-IS, d'accord. Donc pour ça, bien sûr, il faut connaître le taux d'endettement, et il faut connaître les économies d'impôt. Et puis ensuite, il faut actualiser, ces économies d'impôt. Donc, lorsque le levier est maintenu constant, pour les actualiser, il faut l'actualiser avec le taux RU. D'accord. Taux d'endettement cible, c'est égal levier constant, hein, c'est-à-dire levier constant. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à modifier le taux d'endettement. Dans ce cas-là, on l'actualise avec le taux RU. Si ce n'est pas le cas, on verra par la suite qu'on peut peut-être l'actualiser par un taux qui est plus faible, c'est-à-dire n'incorporant pas une prime de risque. On ajoute VU et on obtient la valeur de V. Donc on voit bien que la méthode de la bande ajustée implique l'évaluation simultanée de la capacité d'endettement et de la valeur du brevet lorsque l'entreprise adopte une politique financière à levier inchangé. On a réussi à le faire et ça a fonctionné. Bon, en fait, cette technique, elle sera utile, surtout lorsqu'on connaît le tableau d'endettement préalablement de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas ici, donc évidemment, il y a un côté un petit peu artificiel dans ce qu'on a fait. Voilà. Dernière technique, la technique des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. Alors, ça, c'est un point qui est important, rappelez-vous, hein, c'est quoi le flux de trésorerie disponible? Le flux de trésorerie disponible, c'est simplement, on avait vu la formule, d'un côté, c'est 1 moins T, les bits, moins delta K moins delta BFR, donc ça c'est la manière dont le flux est généré, et puis ensuite ce flux, on avait vu qu'il était utilisé pour verser des charges d'intérêt net d'impôt, donc R1 moins TISVD, pour rembourser la dette, moins delta VD, pour verser des dividendes, et éventuellement effectuer des programmes de rachat d'actions. Donc c'est la formule très importante qu'on a vue. C'est quoi le FTDA, le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires? C'est ce que précisément l'entreprise est capable de redonner aux actionnaires. Donc, ce qu'elle est capable de redonner aux actionnaires, c'est simplement le div moins le delta VCP. D'accord. C'est ça, hein, ce flux de trésorerie disponible pour les actionnaires. Donc ce flux de trésorerie disponible pour les actionnaires, c'est aussi hein, le FTD, d'accord, moins R1 moins TIS VD plus delta VD. Évidemment, si vous augmentez la dette, vous pouvez augmenter la dette pour rendre du cash aux actionnaires. C'est ce que vous faites lorsque vous faites des programmes de rachat d'actions ou que vous empruntez de l'argent pour distribuer des dividendes. Donc vous avez cette formule-là. Et peut-être aussi que dans cette formule-là, quelque chose qui est intéressant, c'est que vous voyez que en fait, le FTD, c'est 1 moins T les bits, moins delta K, moins delta BFR. Donc ça, c'est la formule qui est au-dessus qui nous permet de le dire. D'accord. Donc je la reporte. Moins R1 moins TIS, vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc là, c'est TIS aussi. Hein. 1 moins TIS multiplié par VD, plus delta VD. D'accord. Donc vous avez cette formule-là. Vous voyez qu'en regroupant ces deux termes-là, j'ai en fait 1 moins T EBIT moins RVD, et 1 moins T EBIT moins RVD, c'est exactement ce qu'on appelle le résultat net de l'entreprise. D'accord. C'est son résultat après impôt. Donc finalement, vous voyez que je réécris la totalité, moins delta BFR, plus delta VD, d'accord. Ça veut dire que le FTDA, c'est aussi le résultat net de l'entreprise. Okay. Si on nous donne le résultat net, ça nous permet de le calculer de deux manières différentes. En fait, c'est juste pour montrer qu'il y a deux manières de le calculer. C'est aussi le résultat net moins delta K, c'est-à-dire moins I plus amortissement, moins delta BFR si vous avez des variations de BFR, plus la variation de la dette. Si vous êtes endetté, évidemment, ça vous permet de rendre davantage de cash aux actionnaires. Donc vous avez cette formule-là, ok. Vous avez deux manières en fait de calculer, enfin complètement équivalentes. Hein. Soit vous pouvez utiliser cette formule, voilà, ou bien vous pouvez utiliser directement la définition, hein, c'est-à-dire cette formule-là, d'accord.
Et donc ça, c'est bien l'argent que vous allez rendre aux actionnaires. Alors, autre point qui est essentiel ici aussi dans l'exercice, c'est que vous voyez que le FTD, il peut être négatif ou positif, hein, parce que si vous levez de l'argent auprès des actionnaires, ça veut dire que dans ce cas-là, vous leur vendez des actions, donc c'est un FTD qui est négatif. Vous pouvez le calculer comme ça à toutes les dates. D'accord? Donc jusqu'à la date 4 ici. Ok, je continue. Précisément ici, on nous propose deux manières de le calculer. Vous voyez, on nous donne le compte des résultats prévisionnels de l'entreprise, les charges d'intérêt, donc on a le résultat courant avant impôt, donc ça c'est bien le résultat net, d'accord. Et ce que j'ai dit, c'est que le FTDA, c'était le résultat net, d'accord, plus l'amortissement, moins l'investissement, moins le delta BFR, plus le delta VD. Delta VD qui peut être négatif au cas où vous remboursez la dette. D'accord. Donc c'est exactement ce qu'on nous propose là. Vous voyez qu'on a calculé le résultat net ici. On déduit l'investissement la première année. Donc on obtient... et on a une variation d'endettement. Donc ici, ça c'est bien le delta VD. Donc c'est bien quelque chose qui est positif. Ça c'est bien le moins delta BFR. On ne parle pas de BFR ici, mais ça peut tomber dans l'exercice. Hein, d'accord. Donc ça c'est bien le delta BFR. Ça c'est l'investissement. Et ça c'est les amortissements. Donc c'est bien cette formule-là qu'on utilise. Et donc on obtient ici un flux de trésorerie disponible, vous voyez, qui est de 2,11. Bah, c'est exactement, rappelez-vous, c'est exactement ce qu'on a racheté aux actionnaires, on l'avait déjà vu. Ensuite 9,94, 9,74, 9,52, 9,28, etc. Et donc vous obtenez ici, comme ça, les flux de trésorerie disponibles. Donc il faut bien comprendre que si on actualise ces flux de trésorerie disponibles par un certain facteur, et ce facteur, ce sera simplement le return on equity, c'est-à-dire la rentabilité exigée par les actionnaires. Si on le fait, ce qu'on va obtenir, c'est qu'on va obtenir la vanne du projet, en supposant que ce qu'on a fait ici, c'est que toute la vanne est rendue aux actionnaires parce qu'il n'y a pas de modification du risque qui est associé à la dette. D'accord. Donc en actualisant ça, on va obtenir la vanne du projet, et donc c'est certainement ce qu'on va faire ensuite. Oui, avant de faire ça, visiblement, on nous dit bah oui, il y a aussi une autre manière de le calculer, c'est exactement ce que je vous disais, hein, c'est la deuxième formule. Le FTDA, c'est aussi le FTD moins les charges d'intérêt, mais net d'impôt, plus la variation d'endettement. D'accord. Donc vous pouvez aussi le calculer, bien sûr, à partir des flux de trésorerie disponibles, d'accord, en ajoutant les charges d'intérêt après impôt, d'accord, et puis la variation d'endettement, et vous obtenez bien sûr la même séquence, les mêmes flux que ceux qu'on avait obtenus précédemment. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez actualiser par le coût des capitaux propres du projet. Donc pourquoi? Parce que simplement c'est ce que vous versez aux actionnaires. Donc qu'est-ce qu'ils exigent des actionnaires? Ils exigent 10%. Ils exigent 10%. C'est le coût des capitaux propres du projet pour les actionnaires. C'est 10%. Et donc vous allez le faire ici. Vous allez prendre la même chose et vous allez prendre 10%. Il faut bien comprendre ça, c'est ça qui est important. C'est que c'est bien, ce que vous calculez là, c'est bien la vanne et non pas la valeur du projet. Vous calculez la vanne parce que n'oubliez pas que ce sont les actionnaires qui récupèrent toute la vanne dans le cas qui nous est présenté ici. Voilà. Vanne est la même qu'avec les autres méthodes. Vous voyez, on obtient 32,69. Et bien sûr, la valeur du projet, VD, la valeur du projet 0, c'est bien 32,69 plus, le coût du projet, je crois que c'était 29,47. D'accord. Donc vous retrouvez bien sûr un 61,16. Et attention, cette fois, on a bien obtenu une valeur actuelle du projet. J'ai cité ici une phrase. Intuitivement, on aurait pensé que la vanne calculée sur les flux revenants aux actionnaires était plus faible que la vanne calculée sur les flux revenants aux actionnaires ou créanciers, mais ce n'est pas le cas, car la vanne des créanciers est nulle. Hein, d'accord. Et si la vanne des créanciers est nulle, ici, c'est que delta Q est égal à 0. Et donc ça, c'est vraiment une hypothèse importante. S'il y a un changement dans le risque qui est associé à la dette, toute la vanne ne va pas aux actionnaires, et dans ce cas-là, les choses seraient un petit peu différentes. Autre élément aussi à bien prendre en compte, hein, c'est que la vanne ici, c'est bien V0 D plus le flux de trésorerie disponible à l'instant 0, d'accord, qui est
qui comprend l'investissement qui est de 29,47 ici, qui est indiqué là. D'accord? Donc ça, il faut bien tenir compte de ça. D'accord? C'est que ça, c'est bien ça, la vanne. Donc ça, c'est bien une valeur nette. Et elle est donnée aux actionnaires parce qu'on n'a pas de modification du risque de la dette. Donc ça, c'est un point aussi qui est essentiel. Ok. Donc ils font d'ailleurs la démonstration. Hein. On dit bah oui, la vanne qui est reçue par les créanciers est égale à zéro. D'accord. Donc nous, on l'a compris par d'autres équations, mais après tout, on pourrait le vérifier. Hein. C'est quoi ce que reçoivent les créanciers? Les créanciers, ils reçoivent deux choses. Ils reçoivent un revenu d'intérêt, RVD, d'accord, et puis ils reçoivent bien sûr une réduction de la dette. Donc c'est ça, c'est RVD moins delta VD. C'est ça, les flux trésorerie disponibles pour, je sais pas, les créanciers obligataires. Tout ça, les FTDCO. D'accord. Donc on peut les calculer ici, hein, vous voyez. Flux de trésorerie des créanciers vers l'entreprise. Bah, vous voyez, c'est la première année, ils payent 30,58, puisque ça c'est bien le delta VD que eux payent, d'accord. Donc ça ils le payent, donc c'est quelque chose qui vient s'ajouter, enfin que eux donnent. Et puis après, on leur rend la variation d'endettement, donc on a vu comment la dette baissait, et puis la charge d'intérêt qui est associée, et ça on fait ça à chaque fois. Et si vous calculez bien sûr ceci et vous l'actualisez par leur exigence en termes d'intérêt, qui est de 6%, vous trouvez que c'est égal à zéro, ce qui montre bien que toute la vanne est prise par les actionnaires. Et encore une fois, c'est possible ici parce que delta Q est égal à zéro, d'accord. Le risque qui est associé à la dette n'est pas modifié, et donc la valeur de la dette ancienne n'est pas modifiée par la mise en œuvre du projet, d'accord. Donc toute la vanne va vers les actionnaires, point qu'on avait déjà vu. Donc, résumé de la technique du FTDA, on va déterminer les flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires grâce à l'équation 18,9. D'accord. Donc voilà, on a deux manières de le faire. On va déterminer le coût des capitaux propres du projet RCP. Donc il faut le connaître. Hein. Il faut bien sûr que le risque ne soit pas modifié. On va actualiser les flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires au coût des capitaux propres. Si on regarde les différents éléments, si on essaie de faire une comparaison, la méthode du CMPC, c'est celle qui semble la plus simple. Elle ne nécessite pas de connaître le tableau d'endettement. L'avantage de la méthode du FTDA, c'est que justement, elle laisse la dette de côté. D'accord. Donc finalement, on a ces deux techniques. Le CMPC, on ne s'intéresse pas à la dette, et le FTDA, on ne s'y intéresse pas non plus. D'accord. Dans tous les cas, il est bien important d'identifier l'importance de l'hypothèse qui est faite de levier constant, en tout cas pour la première technique qui est celle du CMPC. Donc je vous demande d'y faire attention, et si ce n'est pas le cas, on pourra peut-être utiliser la VANA, on y reviendra dans quelques exercices. Avant de passer précisément à quelques exercices d'application, on nous pose une question ici, qui est la méthode des FTDA pour évaluer la croissance interne d'un projet. Donc comment utilise-t-on ces techniques-là? Donc, comme dans l'exemple 18.1, Deco souhaite racheter un concurrent. Les flux de trésorerie disponibles de Deco augmenteront suite au rachat de 3,8 millions d'euros la première année, puis de 3% par an à l'infini. Le prix de rachat est de 80 millions d'euros, 47,4 de ces 80 millions sont empruntés à l'aide de la méthode des FTDA. Quelle est la valeur créée pour Deco par ce rachat sous l'hypothèse de stabilité du levier de l'entreprise? Cette question n'est pas si facile que ça, parce que, en fait, on nous explique ce qu'est le FTD à la fin de l'année 1. Donc le FTD à la fin de l'année 1, on nous dit c'est 3,8. D'accord. Bien sûr, c'est 3,8, mais à la fin de l'année 1, il nous faut aussi enlever, ça c'est le flux de trésorerie disponible. Et ce que nous, on veut calculer, c'est le FTD A1, pardon. Donc le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires. FTD A1. C'est ça qu'on veut calculer. Donc le FTD est de 3,8, donc c'est 3,8, et on doit lui enlever quoi? On doit lui enlever la charge d'intérêt. On doit lui enlever la charge d'intérêt. Donc on doit lui enlever la charge d'intérêt, et puis éventuellement ajouter la variation de la dette si la variation de la dette est positive. Donc ici, la charge d'intérêt, c'est quoi? L'année 0, on a une dette de 47,4, d'accord. Attention, c'est une charge d'intérêt nette d'impôt. Donc c'est 47,4 multiplié par 6%, multiplié par 67%, puisque c'est bien avec un 1 moins T. Donc ça, c'est bien R multiplié par 1 moins TIS VD. Et puis ensuite, on va avoir le delta VD. Alors ici, vous voyez que, puisque on nous explique que le levier de l'entreprise est stable, vous voyez bien que comme le flux de trésorerie disponible va augmenter de 3%, en fait, toutes les grandeurs de l'entreprise vont augmenter de 3%. Si on veut maintenir
la structure du bilan d'entreprise. Donc l'endettement lui aussi va augmenter de 3%, va augmenter de 3% chaque année. Donc les 47,4 en fait vont pas être remboursés, au contraire ils vont voir leur valeur augmenter. Bon, on ne sait pas très bien comment c'est utilisé, mais on nous explique pas plus que ça. Évidemment, pour que le flux de trésorerie disponible de 3,8 millions augmente de 3%, il faut bien qu'il y ait de l'investissement qui fasse que ça va augmenter. Hein. Donc on peut penser que l'entreprise a besoin en permanence de financer des investissements, de financer du BFR, et c'est aussi pour ça qu'elle s'endette à taux croissant. Donc effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici la variation positive de la dette, et je vais supposer que la dette augmente aussi de 3%, et donc si elle valait 47,4 l'année 0, elle vaut 1,03 multiplié par 47,4 l'année 1, c'est-à-dire elle a augmenté de 3%, et ça c'est bien le delta VD. Et si je calcule ce delta VD, ce FTD1, j'obtiens une valeur qui vaut 3,31. Donc maintenant, comment je vais faire pour connaître la valeur qui est donnée aux actionnaires? Simplement, je vais utiliser une formule que j'ai déjà vue, tout augmente de 3%. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'évaluation en zéro du flux de trésorerie disponible aux actionnaires l'année 1. Je vais l'actualiser par quoi? Je vais l'utiliser par le coût des capitaux propres. La rentabilité espérée des actionnaires, c'est le RCP. Et puis, je vais lui enlever quoi? Je vais lui enlever les 3%. Et donc ça sera égal à quoi? Ça, c'est exactement égal à delta V, au delta V0, quoi, l'augmentation de valeur. C'est égal au VD0, d'accord, moins le coût de l'investissement. Mais le I, c'est pas l'investissement. N'oubliez pas que le I, c'est 24 d'investissement plus des dépenses courantes qu'on a ici, d'accord. Donc en fait, c'est ce que j'ai appelé FTD0. Donc si vous calculez ceci, vous allez obtenir que c'est égal à 3,31 divisé par RCP, c'était 10%, moins 3%, ça fait divisé par 0,7%, et donc vous allez obtenir une certaine valeur qui est de, d'après mes calculs, de 47,28, d'accord. Alors ici, de combien est le I? Le I, précisément, c'est 80 millions. Le I, c'est 80 millions. Donc le 47,28, c'est 47,28, c'est ce qui est versé aux actionnaires. Il faut comprendre ça, hein. Il faut comprendre qu'en fait, les actionnaires, eux, vont obtenir 47,28 à partir de la date 1. Et combien ont-ils versé? Ils ont versé... on nous explique que on a emprunté une certaine somme. On a emprunté combien? On a emprunté 47,4 et il y a 80 millions qui ont été empruntés. De 80 millions, ça a coûté 80 millions, on a emprunté 80 millions. Donc ça veut dire que la différence, 80 moins 47,4, qui est égal à 32,6, me semble-t-il, c'est ça, hein, ouais, c'est ça, 32,6, c'est l'argent qui a été levé à l'instant zéro auprès des actionnaires. Donc au total, vous voyez que ce que les actionnaires ont levé, ce que les actionnaires ont donné, c'est 32,6, et ce que ça leur a rapporté, excusez-moi, là je me suis trompé en fait, ce que ça leur a rapporté à partir de l'instant 1, parce qu'on a bien comptabilisé ça à partir de l'instant 1, c'est bien 47,28. Et donc la différence entre les deux, la création de valeur, donc la vanne pour les actionnaires à l'instant 0, c'est bien la différence entre 47,28 moins 32,6, c'est-à-dire ce que le projet va leur ramener, moins ce que leur projet leur a coûté à l'instant 0. Et donc, bien sûr, c'est quelque chose qui vaut un peu moins de 15, qui vaut 14, quelque chose. Et donc, ce projet est évidemment rentable pour eux. Et ils ont bien fait de le mettre en œuvre. Donc voilà, par cette technique, là il y a quand même une petite subtilité, hein, parce qu'il faut bien réfléchir au fait qu'on valorise le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires à partir de l'instant 0, mais sans tenir compte de ce que les actionnaires ont versé. Et vous voyez que pour connaître ce que les actionnaires ont versé, il faut regarder la différence qu'il y a entre 47,4 et 80, c'est-à-dire 32,6 ici en l'occurrence. Et donc c'est comme ça qu'on a obtenu le résultat en question. Ah. Bon, je peux maintenant passer à un exercice, et c'est d'ailleurs là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'en ferai une deuxième pour
la fin du chapitre 14. Donc regardons cet exercice, qui est l'exercice que j'ai donné l'année dernière au partiel. Alors vous allez voir, il est assez intéressant. On va tout de suite rentrer dans le cœur de cet exercice. En fait, c'est pas un exercice, mais c'est plusieurs exercices. C'est 2 exercices de suite en fait que nous allons traiter ici. J'y vais. Donc on a une entreprise, c'est là le début? Oui, c'est là. C'est ici exactement. Asphalt souhaite mettre en place un projet sur 4 ans dont le coût du capital est de 10%. D'accord? Donc ça c'est bien le RU. RU, c'est 10%. Ok? Le coût de ce projet d'investissement initial est de 150 millions l'année 0 et les recettes espérées, donc attention, les recettes espérées, c'est le BITDA, c'est l'excédent brut d'exploitation, et c'est pas l'EBIT, donc il faut faire attention. C'est 70, ça fait partie des subtilités de l'exercice, donc peut-être un peu piégeuse, je dois le dire, 60 et 70, puisque et la première année, évidemment, ça rapporte rien, d'accord? La première année, ça coûte. Donc 70, 60 et 70 l'année 3, d'accord? Donc c'est ça les choses. L'amortissement de l'investissement initial est effectué de manière linéaire sur les années 1, 2, 3. Le taux d'imposition est de 40%, donc TIS c'est 40%. Ok, donc voilà les données de l'exercice. Les flux sont mesurés en fin d'année et le bilan est constaté juste après. Donc c'est le timing que je fais, que j'ai déjà indiqué. Donc on nous demande compléter le tableau suivant, d'abord déterminer l'amortissement. Donc l'année 0, à la fin de l'année 0, on n'a pas d'amortissement, on vient juste d'investir. Donc on investit 50, 150, et ensuite on l'investit, on l'a vu de manière linéaire, c'est-à-dire, c'est ça un linéaire. C'est-à-dire qu'on l'amortit de cette manière-là, par paquet de 50, et à la fin il ne reste plus rien. D'accord? Donc le capital est totalement usé. On peut en déduire le flux de trésorerie disponible. N'oubliez pas que le flux de trésorerie disponible, c'est égal à quoi? C'est un peu compliqué, mais c'est la formule. Le flux de trésorerie disponible, c'est 1 moins T l'EBITDA plus T fois l'amortissement moins I moins delta BFR. Moins I moins delta BFR. Donc il nous faut calculer ça, d'accord? Donc on est d'accord que l'année 0, ça va nous faire quoi? L'année 0, le 1 moins T d'ITA est égal à 0, on n'a rien amorti, donc l'année 0, on commence, le flux de trésorerie disponible, il est moins 150. On n'a que du I, on ne nous a pas parlé de BFR, donc on a ici un flux qui est de moins 150. C'est bien quelque chose qui vient se comptabiliser de manière négative. L'année 1, on a quoi? On a 70 d'EBITDA multiplié par 0,6, donc ça nous fait 60% de 70, ça fait 42, plus T fois l'amortissement, plus T fois l'amortissement. Donc c'est pas des moins 50, c'est des plus 50, bien sûr, l'amortissement, on les calcule de manière positive. Donc plus T fois l'amortissement, donc l'amortissement c'est 40% multiplié par 50%, multiplié par 50, d'accord? Donc ça nous fait du 42, plus 40% de 50, ça nous fait donc du 62. L'année suivante, c'est 60% multiplié par 60, plus encore 40% de 50. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait du 56. Et la dernière année, c'est combien? C'est 60% multiplié par 70, plus 40% de 50. On l'a déjà calculé, c'est 62. D'accord? Donc voilà le résultat. 62, 56, 62. D'accord? Donc les choses sont assez faciles. Quelle est la valeur du brevet de l'année 0, supposant qu'il est entièrement financé par les capitaux propres? Pour ça, il nous faut juste actualiser la valeur du brevet l'année 0, en supposant qu'il est financé uniquement par des capitaux propres, c'est le VU0. Il suffit juste d'actualiser le flux avec le taux, avec le taux qui est le REU ici en l'occurrence. D'accord? Puisque ici, on est entièrement financé par des capitaux propres, donc c'est un endettement nul. Donc c'est 62 divisé par 1,1, plus 56 divisé par 1,1 au carré, plus 62 divisé par 1,1 au cube. Et donc la réponse à cette question, c'est, je l'ai calculé, et j'ai trouvé 149,22. 149,22. Et vous voyez que c'est 149,22 ici. Et faut-il mettre en œuvre le brevet?
il faut regarder ça, il faut comparer ça à partir du coût du brevet. Vous voyez que la vanne du brevet, c'est 149,22 moins le coût du brevet, et le coût du brevet, c'est 150. Donc ce brevet, il a une vanne négative, en fait. Il rapporte 0,78. Il coûte 0,78. Donc évidemment, il ne faut pas le mettre en œuvre. D'accord ? En tout cas, il ne faut pas le mettre en œuvre en le faisant financer par des capitaux propres. D'accord ? Donc c'est ça le résultat de l'exercice. Ok, on passe à la suite. On suppose maintenant que le brevet est financé par l'émission d'une dette à hauteur de 50 millions, émise l'année 0 à un taux de fixe de 5% avec des versements d'intérêt les années 1, 2 et 3. Le principal de la dette, 50 millions, est remboursé l'année 3. Le reste du financement s'effectue par des capitaux propres. Donc, vous voyez que cette fois, et c'est aussi un point, alors peut-être que j'aurais pas dû traiter cet exercice tout de suite, mais finalement, on arrive quand même à le comprendre. C'est un point dans lequel la dette, c'est une dette qui est une dette dont la valeur est connue, une dette dont la valeur est connue, et donc, donc le levier n'est pas forcément constant. La valeur de la dette est connue, elle vaut 50, et elle va rester à 50 en fait tout le long, puisque simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer les intérêts et on remboursera le principal de la dette à la fin de l'année 3. D'accord ? Du coup, on voit que chaque année, ce qu'on va verser, on va avoir un RVD durant ces années-là, qui à chaque fois est égal à quoi ? Qui est égal à 50 multiplié par 5%. Donc qui est égal à 2,5. Qui est égal à 2,5. Et on va payer ces intérêts pendant 3 périodes, les périodes 1, 2 et 3, d'accord, jusqu'à la fin. Et c'est uniquement à la fin où on remboursera les 50, d'accord. Donc il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de delta VD, sauf à la fin ici. Donc quelle est la valeur actuelle l'année 0 des économies d'impôt dues à l'endettement ? Donc ces économies d'impôt, elles sont valables en 3 périodes. C'est quoi ? C'est 1 moins T, donc c'est 0,4 multiplié par premier paiement, premier versement d'intérêt, 2,5. La question maintenant, c'est de savoir à quel taux on actualise ce 2,5. Et c'est là où il faut être un peu rusé. Est-ce que ce taux qu'on va choisir, est-ce qu'on va choisir le taux de rentabilité des capitaux propres ou est-ce qu'on va choisir autre chose ? Ici, les 2,5, c'est un flux certain. Pourquoi c'est un flux certain ? Parce que la dette, elle est connue, elle est de 50 millions. Elle ne fluctue pas, cette valeur de la dette. Elle ne fluctue pas comme si on avait une politique à levier constant dans laquelle on ajuste la valeur de la dette en permanence. Ici, la valeur de la dette, elle est fixée une fois pour toutes. Et donc, par quoi faut-il l'actualiser ? Il faut l'actualiser simplement par le taux d'intérêt certain, qui correspond à un flux certain qui ne bouge pas de revenus, ou de flux de trésorerie disponible, de flux de trésorerie. 2,5 divisé par 1,05, 1,05 au carré, et 1,05 au cube. Et donc, si vous calculez ça, vous obtenez la valeur, le VA éco-IS. Et effectivement, vous pouvez vérifier que ce VA éco-IS, il est tout simplement égal, je l'ai calculé, il est simplement égal à 2,72. Je vous invite à vérifier que le calcul est exact. D'accord ? Donc, la valeur actuelle, l'année 0 d'économie d'impôt due à l'endettement, c'est 2,72. Quelle méthode doit-on utiliser pour déterminer la valeur du brevet ? Vous voyez que typiquement, on est dans un cas où on a rajouté de la dette, d'accord ? On a rajouté de la dette, mais de la dette pas forcément à levier constant en fait, hein, d'accord ? De toute façon, le levier n'est pas constant puisque vous voyez que on n'avait pas d'endettement au départ, on ne sait pas très très bien. On a simplement ajouté de la dette qui est ce 50, 0, 0, etc. Mais la valeur du brevet, elle baisse, alors que la valeur de la dette, elle reste constante, hein, puisqu'elle vaut 50 tout le temps. VD vaut 50 à toutes les périodes, de t égale 0 jusqu'à pour t égale 1 et 2. D'accord ? Et bon, et V3 est égal à 0, puisque en 3, on rembourse la dette. Donc on n'a plus de VD3. Mais donc ici, on n'est pas à levier constant. Donc quelle technique on va utiliser ici ? On va utiliser la technique de la Vanna, en fait. Pourquoi ? Parce que on va pouvoir calculer le VU. Le VU, on l'a déjà calculé, d'accord ? Le VU, on l'a déjà obtenu, c'était à la question précédente. On avait obtenu un VU qui valait 149,22, 149,22. Hein, et vous vous rappelez qu'on n'allait pas mettre en œuvre le brevet parce que 149,22 est inférieur à 150. Donc on avait un problème de rentabilité du brevet. Et puis on y ajoute quoi ? On y ajoute la valeur des économies d'impôt. D'accord ? Et donc si vous faites ça, vous aboutissez à une valeur qui est de 151,94. D'accord ? Donc, cette fois, la valeur est de 151,94. Faut-il mettre en œuvre le brevet ? Et la réponse, c'est oui. D'accord ? Puisque la vanne, cette fois du brevet, avec un endettement, elle est de 1,94. Donc, le brevet crée de la valeur pour les actionnaires. Et donc, bien sûr, il faut mettre en œuvre le projet en question. Donc, on a ce résultat-là.
Évidemment, l'existence d'une dette fait qu'on passe d'un projet qui n'était pas rentable à un projet qui l'est parce que on fait des valeurs, on fait une économie sur les économies d'impôts, on fait des économies d'impôts. Voilà pour la suite de cet exercice. Alors, maintenant, on va faire quelque chose d'intéressant dans cet exercice et qui a d'ailleurs été mal réussi l'année dernière par les étudiants, il faut bien le dire, parce que je ne l'avais pas traité en cours. Mais on va supposer que le projet est intégralement financé par la trésorerie de l'autre entreprise. Par la trésorerie de l'entreprise. Donc on suppose que l'entreprise a 150 millions à disposition. Pour répondre à cette question, bah voilà, c'est simple. Hein. En fait, bien sûr, dire que c'est financé par la trésorerie de l'entreprise, c'est exactement pour nous comme si c'était financé par comme si c'était financé par de la dette. Et donc on émet de la dette à hauteur de 150. D'accord. On réduit l'endettement net, on augmente l'endettement net de l'entreprise de 150 puisqu'on utilise la trésorerie de l'entreprise. Donc il faut répondre à la question sans trop se poser de questions, en utilisant les formules qu'on a, simplement en voyant bien VD comme étant la valeur nette de la dette. Et donc cette valeur nette de la dette, elle est de 150 initialement, puisque on autofinance le projet. Donc ensuite, les réponses vont découler tout à fait naturellement. Donc regardons un petit peu comment les choses sont présentées. Alors, dans les questions, j'avais essayé d'aider un peu pour que vous compreniez. Non, c'est pas été toujours très bien réussi. Bon, on suppose que le projet d'asphalte est intégralement financé par la trésorerie de l'entreprise, soit 150 millions, qui rapporte un taux d'intérêt de 5%. Donc évidemment, ce que je vais vous tenter dessus, c'est que la mobilisation de la trésorerie de l'entreprise la prive de ce revenu financier et lui évite en même temps de payer des impôts sur les sociétés. Cela va de soi, hein, puisque les résultats financiers sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Cette remarque est juste, en même temps, je ne suis pas sûr qu'elle aide vraiment avancée. On y va. Durant les années 1, 2, 3, l'entreprise reconstitue progressivement sa trésorerie en conservant la totalité des flux de trésorerie disponibles des années 1 et 2 et 32 millions de flux de trésorerie disponibles l'année 3. Ah voilà, qu'est-ce que je dis là? Je dis, rappelez-vous que les flux de trésorerie disponibles, on les avait vus, c'était 62, 56 et 62. C'est des choses qui rentrent dans les cadres de l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'en fait, on dépense 150, mais ensuite, on va retenir les flux de trésorerie disponibles pour reconstituer progressivement la trésorerie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état net de la trésorerie, donc elle sera à moins 150, elle aura perdu moins 150, donc ce qui correspond à un endettement de 150 en fait. Bah, si vous prenez les 62, ensuite elle vaudra moins 88 l'année suivante. Et puis l'année d'après, vous allez encore reprendre, et donc elle vaudra moins 32. D'accord? Et puis la dernière année, bah justement, on nous dit, ah, on va prendre 32 millions. En fait, bien sûr, on va prendre 32 millions, mais sur les 62. Donc ici, ça va tomber à zéro. Et cet état net de la trésorerie, en fait, c'est quoi? C'est simplement quelque chose qui s'assimile à la dette de l'entreprise. C'est comme si c'était la dette nette de l'entreprise. C'est moins la dette nette de l'entreprise. Donc c'est la dette nette de l'entreprise avec un signe opposé. Donc voilà, et là on comprend comment on reconstitue la trésorerie. Et on comprend qu'effectivement, vous voyez que dans les flux de trésorerie disponibles qu'on a, eh ben, ils vont être totalement mis dans la trésorerie, donc ils ne vont pas du tout être rendus aux actionnaires, sauf l'année 3, où vous voyez que sur les 62, il n'y en a que 32 qui sont mobilisés par la trésorerie pour la faire remonter à son niveau initial, d'accord, et donc le reste sera disponible pour nos actionnaires en question. Donc voilà la réponse à cette question, d'accord. Quel est le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires généré par le projet à la fin de l'année 0? Donc fin de l'année 0, rappelez-vous, si on utilise uniquement la trésorerie pour financer le projet, bah, c'est quoi le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires à la fin de zéro? C'est zéro. On va rien rien leur demander, d'accord? Donc le flux de trésorerie disponible ici pour les actionnaires, c'est zéro, d'accord? Donc on complète le premier. Complétez le tableau suivant indiquant le flux de trésorerie disponible ensuite. Alors comment on va faire ça? Bah, on va simplement utiliser la formule. C'est quoi le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires? C'est le flux de trésorerie disponible, d'accord, moins la charge d'intérêt net d'impôt, ok, plus le delta VD, plus la variation de la dette. Donc appliquons cette formule à l'instant 1. Bah, à l'instant 1, le FTD A1, c'est quoi? C'est le FTD. Donc le FTD, on a vu que c'était, me semble-t-il, on avait calculé, c'était 62, pardon.
c'est 62, d'accord? Il faut lui déduire, bah, attention, hein, donc le VD, en fait, c'est moins l'état de la trésorerie, d'accord? Donc, il faut les déduire ce qu'on a comme trésorerie. On a du R1-T, donc le taux d'intérêt, c'était 5%. C'est ça, c'est 5% le taux d'intérêt? Ouais, c'est ça. C'est 5%. Donc, ce taux d'intérêt, c'est 5%. Multiplié par 1-T, 1-T, c'est 0,6, me semble-t-il. Ok, et la valeur de la dette initiale, bah, c'est 150. En fait, c'est ça, c'est le manque à gagner qu'on a en ne plaçant pas cet argent sur les marchés financiers par soi-même. Et puis, le delta VD, bah, le delta VD, c'est quoi? C'est la valeur de la dette qui va descendre de 62, puisque justement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise toute la trésorerie disponible pour réduire la dette. Donc, ces deux chiffres-là s'annulent. Donc, ça, c'est exactement égal à quoi? C'est égal à 6 fois 0, à 5% de 150, ça fait 7,5 multiplié par 0,6, ça fait du moins 4,5. Donc la réponse ici, c'est moins 4,5. Quel est le flux de trésorerie disponible? 2, d'accord? Cette fois, c'est 56, puisque le flux de trésorerie disponible, c'est 56. On va lui retirer 5%, multiplié par 0,6, mais cette fois, la valeur de la dette n'est plus de 150, mais 88, puisqu'on l'a baissé de 62. Et puis, bien sûr, on va la baisser de combien? Bah, de 56, puisque on va utiliser l'intégralité du flux de trésorerie disponible à rembourser la dette. Donc cette fois, le résultat, c'est ça. C'est 5% de 88, c'est-à-dire 4,4 multiplié par 0,6, c'est-à-dire moins 2,64. Moins 2,64, c'est ici. Enfin, la dernière année, bah là c'est un petit peu différent, il y a quelque chose qui est un petit peu différent, c'est que le flux de trésorerie disponible, c'est 62, d'accord? La charge d'intérêt net d'impôt, c'est 5% multiplié par 0,6, multiplié par quoi? Bah, il reste 32 de dette, d'accord? Donc c'est ça. Et attention, là, vous faites varier la dette, vous la faites varier que de 32, d'accord? Puisque vous n'utilisez pas l'intégralité du flux de trésorerie disponible à faire ça, donc vous en gardez une partie. Combien vous en gardez? Bah, vous en gardez 30. 30 moins 0,96, et vous trouvez ici 29,04. Donc bien sûr que la dernière année, bah, il y a une partie de la valeur qui s'est vécue la dernière année. Okay. Et donc, si vous actualisez tout ça, à un taux qui est le combien? Voilà, donc je l'écris là, hein, c'est 29,04. Voilà la réponse. Si vous actualisez tout ça, quel taux devez-vous utiliser pour actualiser ces flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires générés par le brevet? D'accord. La réponse, c'est bah, à quel taux? Bah, c'est quoi? C'est le RCP, c'est le rendement exigé par les actionnaires. Me semble-t-il, c'est 10%. C'est 10%, donc là vous mettez 10%. Quelle est la valeur nette du projet d'année 0? Donc n'oubliez pas que ce que vous allez faire, c'est que vous allez actualiser ça, donc ça vient bien d'une valeur nette, d'une vanne distribuée aux actionnaires. Ça va être moins 4,5 divisé par 1,1, moins 2,64 divisé par 1,1 au carré, plus 29,04 divisé par 1,1 au cube. D'accord? Et si vous calculez ça, vous trouvez que c'est 15,55. Voilà. Donc la valeur nette du projet l'année 0, c'est 15,55. Faut-il mettre en œuvre le projet? Bah, la réponse c'est donc la valeur nette du projet, c'est 15,55. Faut-il mettre en œuvre ce projet? Oui, bien sûr, il faut mettre en œuvre ce projet, puisque ce projet rapporte 15,55, et alors qu'il a coûté 150 à être mis en œuvre. Okay. Donc vous avez ici un financement qui s'effectue intégralement par la trésorerie. Donc on obtient ce résultat-là à la dernière question. Voilà. Vous voyez bien la différence avec l'exercice, avec la question précédente, c'est que dans la première partie de l'exercice, on finance ça uniquement par capitaux propres. Donc on fait, sachant que la taxation est importante puisqu'elle est à hauteur de 40%. Donc on ne fait pas de valeur actualisée d'économie d'impôt. La question suivante, on met un petit peu de dette, on en met 50, d'accord? Donc 50, bah voilà, ça permet de passer la barre, et donc ça permet de rentabiliser le projet. Et puis après, dans la dernière question, là on y va très fort, on met 150 millions de dettes. On finance l'intégralité du projet par de la dette, et donc on bénéficie énormément des économies d'impôt. Et donc c'est ce qui explique
bien sûr que dans ce cas-là, la valeur nette qui est créée par le brevet est très importante puisqu'elle est de 15,55 et elle provient beaucoup de la taxation, elle provient beaucoup de la fiscalité liée à la taxation des résultats de l'entreprise. Voilà.